Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Le Japon, Bali, les Cévennes et le Danemark. Aujourd'hui encore, on va voir du pays. C'est écrit sur le panneau à l'entrée de la ville, à Velling, on en veut. Velling, c'est un petit village de la campagne danoise. Mais qu'est-ce qu'on veut ici? C'est tout le mystère que la romancière Stine Pilgaard a tenté de percer. Une mission délicate dans un pays où les habitants parlent peu. Pour moi, mon roman traite avant tout du temps qui passe. L'histoire dure une année, traverse toutes les saisons, suit un groupe dans une école alternative. Ça parle d'un enfant qui grandit et enfin de notre capacité à trouver notre place quelque part. Nous irons ensuite au charbon dans les Cévennes. Le sol regorge en effet d'un minerai unique, riche en carbone, dont l'exploitation a uni les hommes pour le pire comme pour le meilleur. Il y avait toutes sortes de nationalités dans le quartier des mines. Mais on était tous frères, tous. Voilà, même nos parents, tout le monde. Il n'y avait pas, lui parce qu'il est espagnol, maghrébin, ceci. On était tous de la même famille. Et tout ça, c'est autour du charbon des mines, la fraternité et tout. Oh. Saviez-vous que l'une des spécialités de Kyoto, c'était l'aubergine, la kamonasu? On l'appelle la reine des aubergines. Elles sont plus rondes et plus grosses que les aubergines ordinaires. Et c'est avec ce type d'outil que je vérifie leur taille avant de les cueillir. Vous verrez l'infinité de recettes qu'on peut concocter avec. Enfin, l'humanité ne s'est pas faite en un jour, il n'y a pas que Darwin qui l'affirme. Le Britannique Alfred Wallace a fait tout un tas de découvertes à Bali qui le prouvent également, des découvertes considérées désormais comme incontournables. Mais d'abord, c'est le moment de la devinette qui s'intéresse aujourd'hui à un empereur d'Autriche, Charles Ier. Pourquoi a-t-il convoqué son fils aîné avant de mourir? Nous sommes à Madère en novembre 1921. L'Empire d'Autriche s'est effondré à la fin de la Première Guerre mondiale et Charles Ier est contraint de s'exiler ici au milieu de l'Atlantique. Quelques mois plus tard, il va mourir et il insiste pour que son fils assiste à l'extrême-onction. Pour quelle raison? Et tout de suite, je vous emmène au Danemark, à la campagne, dans la petite ville de Velling. On a de la chance parce qu'on connaît déjà quelqu'un sur place, la romancière Stine Pilgaard. Parce que vous allez voir, ce n'est pas l'endroit le plus facile au monde pour se lier d'amitié. C'est l'inspiration. Cette terre inconnue, c'est le Jutland de l'Ouest, une péninsule danoise enclavée entre la mer du Nord et la Baltique. Un territoire plat, majoritairement agricole et battu par les vents. C'est ici que déménage l'héroïne du roman Les pays des phrases courtes. S'inspirant de son propre vécu, Stine Pilgaard suit les tribulations d'une jeune femme contrainte de suivre son mari, nouvellement nommé dans une high school. Ces établissements communautaires spécifiques au Danemark, où chaque élève peut expérimenter, créer avant de se lancer dans le cursus universitaire. Ce roman à l'humour impudique et décalé, son troisième, a consacré l'écrivaine dans son pays. Il a connu un énorme succès en 2020. Il a été traduit en 14 langues et adapté au cinéma en 2023. Prenant à rebrousse-poil le politiquement correct danois, Stine Pilgaard distille une réflexion douce amère sur l'apprentissage des liens, sur la difficulté de devenir adulte, mère et femme d'eux. J'aime beaucoup la traduction française du titre de mon livre qui s'intitule « Le pays des phrases courtes ». C'était mon premier choix de titre aussi. Je l'aimais beaucoup car je le trouvais assez poétique. Ça m'a beaucoup embêté de dire au revoir à ce premier titre. J'ai fini par l'appeler « Mètre par seconde » car au Danemark, nous mesurons la force du vent en mètres par seconde. Pour moi, mon roman traite avant tout du temps qui passe. L'histoire dure une année, traverse toutes les saisons, suit un groupe dans une école alternative. Ça parle d'un enfant qui grandit et enfin de notre capacité à trouver notre place quelque part.
Car la première barrière à laquelle fait face l'héroïne est celle du langage. Le titre français du roman l'explicite très bien. Les Jutlandais de l'Ouest ont un rapport très particulier à la parole. À Velling, la plupart travaillent avec le vent, la terre ou les animaux. La nature est sans voix et c'est contagieux quand on habite ici. C'est dans le petit village de Velling, cerné de communautés agricoles à 320 km de Copenhague, qu'échoue l'héroïne du roman, tout comme la romancière. Native d'une grande ville plus au nord et ayant étudié dans la capitale, Stine Pilgaard est étrangère à la mentalité de cette côte préservée. Tout comme Viviane Lindbjerg, la pasteur de Velling qui n'a pas grandi ici, elle découvre alors une population singulière. Je dirais que les Jutlandais de l'Ouest ont un humour assez subtil et dégagent une certaine bienveillance. Ce sont des gens débrouillards. Ce ne sont pas les plus bavards. Certains disent qu'une poignée de main peut en dire long. Une poignée de main ferme signifie qu'on est accepté. Ce qui est drôle, c'est que l'héroïne, ou plutôt Stine, se sent un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Velling a beau être petit, c'est un village qui en veut, comme le signale l'énigmatique slogan inscrit sur le panneau. Tout au long du roman, la narratrice tente d'en déchiffrer la signification, tout comme elle essaye de comprendre la présence de plusieurs écoles alternatives autour du village, les Højskole. Bien qu'il y ait uniquement 270 habitants, il y a quand même 3 écoles alternatives, ce qui fait que la ville est constamment en mouvement. On croise toujours des nouvelles personnes chez l'épicier du coin. Tous les ans, on voit débarquer de nouveaux adolescents. Il y a une volonté de créer des petites communautés d'une certaine façon. Malgré tout, l'héroïne, elle, a du mal à s'intégrer. Parce qu'elle n'a atterri ici que pour suivre son mari, mais aussi parce qu'elle a une manie, celle de tout questionner. C'est une phase que toutes les pièces rapportées doivent traverser, dit-elle en me tenant un biscuit un peu moisi. Pourquoi, je demande. Pour apprendre à vivre avec, dit la directrice. Située juste à la sortie de Velling, la Højskole du Jutland de l'Ouest est une de ces universités populaires qui ne dispensent aucun diplôme. Les élèves choisissent eux-mêmes leurs cours et organisent leur emploi du temps. Les Højskole ont été créés autour de 1844 par Nicolai Grundtvig, un théologien, philosophe et pasteur luthérien très passionné. Il souhaitait fonder une école pour les paysans. Dans cette école, les personnes créatives sont mises à l'honneur. On propose beaucoup d'enseignements manuels et pratiques. Nous construisons des maisons, nous dessinons et nous peignons. Nous faisons aussi de la céramique et de la danse. Nous proposons également des cours de musique. Les chants sont dans la Højskole un élément de cohésion, créant une sorte de fraternité obligatoire. Depuis le 19e siècle, on les compile dans un livre.
La chanson intitulée « Perdu pour toujours » que nous avons interprétée est une chanson d'amour qui a été écrite par Steen pour son mari. C'était un cadeau qu'elle lui a offert à l'occasion d'une fête. Nous aimons beaucoup chanter cette chanson, car l'atmosphère qui se dégage de la mélodie est particulière. Elle parle d'amour qui dure, mais aussi de la circularité de la vie. La dernière ligne d'un couplet est aussi la première ligne du couplet suivant. Des chants inventés par Steen Pilgaard rythment le roman, comme les leçons de conduite désastreuses de son héroïne, les mots d'amour que des étudiantes adressent à son mari ou les conseils décalés qu'elle donne dans la chronique qu'elle tient dans le journal local. J'avais la trentaine à cette époque et j'ai réalisé que c'était très rare de se faire de nouveaux amis à l'âge adulte. On n'y pense pas forcément au quotidien quand on a vécu au même endroit toute sa vie, mais ça devient absolument nécessaire quand on emménage dans une nouvelle ville. L'amitié, c'est comme la cerise sur le gâteau dans notre vie. Ça l'embellit, ça égaye le quotidien. C'est à 20 km de Velling, dans la ville de Skjern, que vit et travaille Christina Bundenson, l'inspiration du personnage de Krisser, la meilleure amie de l'héroïne. Tout comme son double romanesque, elle est directrice de l'hôtel que Steen Pilgaard décrit à sa façon. L'édifice principal est un mélange de jaune pâle et de beige délavé, alors que les ailes sont simples, modernes, et pourrait abriter des bureaux administratifs avec des fonctionnaires stressés. La confusion des styles est totale, et j'imagine que ce pourrait être l'œuvre d'un architecte ivre dont le successeur aurait été tout aussi ivre, mais avec d'autres idées. Les deux femmes se lient d'amitié lors de longues discussions en pleine nature, comme ici, juste à 5 minutes du centre-ville. Elles viennent d'accoucher, nagent dans le lait, les couches et les nuits sans sommeil. Une chose qui est très belle dans le livre, c'est cette amitié naissante entre l'héroïne et Krisser. Elles se rencontrent dans un groupe de mamans tandis qu'elles viennent tout juste d'avoir leur enfant. Dans la réalité, c'est Steen et moi qui nous sommes rencontrés dans ce groupe de mamans. Lorsqu'on a son premier enfant, on a tellement envie de bien faire, on se sent très vulnérable. Et en plus de cela, ça chamboule toute notre vie. C'est une chose que le livre décrit très bien, je trouve. Dans certains passages, les personnages qui sont devenus parents se questionnent sur ce qui est normal ou non. Être parent, c'est comme adhérer à un club, et exactement comme être fumeur. Ensemble, on quitte la fête, on sort dans le froid, on se rapproche un peu plus que nécessaire. On se regarde avant d'allumer nos cigarettes et on sait exactement comment l'autre personne se sent. Dans ce Jutland de l'Ouest, où la femme du professeur parle trop, commet gaffe sur gaffe à l'épicerie ou à la crèche, la nature pourtant rude devient une sorte de refuge. C'est toujours spécial de se balader avec une amie au bord de la mer. J'ai l'impression que les conversations sont plus profondes lorsqu'on est proche de l'eau. Les discussions ne sont pas les mêmes que lorsqu'on se retrouve dans un café. La nature est un superbe endroit pour parler. Parler, questionner ou bien encore se taire. L'héroïne n'a toujours pas les codes. Dans un passage du livre, Krisser ne dit pas un mot tandis que l'héroïne envoie des messages sur son téléphone et demande à quelqu'un. Un silence entre amis, c'est ok tant que ça dure combien de temps? C'est très représentatif de notre amitié avec Steen, ça. Vous me faites d'ailleurs vraiment penser à Steen avec toutes vos questions.
T'en penses quoi de ça? Qu'as-tu ressenti? Je passe mon tour, j'en sais rien. Le silence peut la frapper comme une rafale de vent inattendu. Son regard est ailleurs. Je me mords la lèvre inférieure. Il m'est impossible de juger si la situation est terriblement embarrassante ou pas du tout étonnante. J'allume une cigarette et je prends une poignée de chips. Le crissement dans ma tête me calme. On n'a pas besoin de toujours parler, je pense. C'est très agréable et relaxant d'être assise avec une amie à regarder le fjord. Je pense que pour elle, il s'agissait juste de profiter d'un coucher de soleil avec une amie. Alors que moi, je n'arrivais pas à me détendre dans cette situation. C'est une des choses que j'ai dû apprendre en vivant à l'ouest du Jutland. C'est possible de se comprendre, de se sentir, sans passer par le langage. Lui aussi aime les phrases courtes. Prends l'oseille et tire-toi, par exemple. Eh bien ça, c'est le titre choc d'une œuvre du plasticien Jens Hanning, Le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Prends l'oseille et tire-toi. C'est un film de et avec Woody Allen datant de 1969 dans lequel il vole des sacs à main et braque une banque avant de se retrouver en prison. C'est aussi le titre que l'artiste Jens Hanning a donné à l'une de ses œuvres en 2021. Elle ressemble à ça. Ne cherchez pas, il n'y a rien. C'est une toile blanche. L'artiste en a même envoyé 2. Ici, ce n'est pas une banque qui a été braquée, mais un musée. Ces toiles blanches ont défrayé la chronique du monde de l'art contemporain avant de finir comme pièce à conviction au tribunal. Tout commence il y a une dizaine d'années. Jens Hanning exécute 2 toiles, intitulées « Un revenu annuel moyen en Autriche » et « Un revenu annuel moyen au Danemark ». On y voit des billets de banque alignés qui représentent la somme précise du salaire moyen annuel danois, même chose pour sa version autrichienne. Il y a là l'équivalent d'un peu moins de 70 000 €. Accrocher de vrais billets de banque sur un tableau, voilà de quoi rendre fou Picsou. Une année entière de labeur, résumée sur une toile que des collectionneurs pourront racheter pour bien plus. Jens Hanning critique à la fois le monde du travail et celui de l'art contemporain. Une dizaine d'années plus tard, donc, le musée Kunsten d'Aalborg, dans le nord du Danemark, propose à Jens Hanning de recréer ses œuvres. Le musée lui fait donc parvenir les billets de banque nécessaires, des vrais billets, mais quelques jours avant l'accrochage, le musée reçoit 2 toiles vierges, sans les billets, intitulées « Take the money and run », « Prends l'oseille et tire-toi ». Cette fois, ce sont ses conditions salariales qu'il entend dénoncer, environ 5 000 €, une œuvre d'art qui en vaut 70 000, un argument que le tribunal danois n'a pas entendu. En septembre 2023, la justice danoise a condamné l'artiste à rendre l'argent au musée. Prends l'oseille et tire-toi, mais à la fin, il faudra quand même que tu le rendes. On part dans les Cévennes à présent. Alors non pas façon Stevenson avec son âne, non, nous on va zioter ce qu'il se passe sous terre. Pour ça, on a rendez-vous au Mont Ricato, c'est ici que démarre notre héritage. Alès, capitale des Cévennes, brûle d'un feu intérieur, comme un volcan. Son crassier, dit de Ricato, partiellement composé de charbon, reflète la riche histoire minière de la région. Un paysage chargé d'émotions pour chacun des 100 000 habitants, dont tous, ou presque, sont reliés à la mine par au moins un parent. Pendant plus de 200 ans, la vie des Cévenols s'articule autour de cette pierre noire et luisante, source d'énergie et puissant moteur de l'industrie locale. Plus qu'un simple travail, elle est leur existence. Une vie de labeur, marquée par de nombreux conflits sociaux qui s'intensifient dès la fin des années 50, quand on commence à fermer les exploitations, alors jugées non rentables. Dans les mémoires cévenols, une lutte sociale intense reste à jamais gravée dans les esprits. C'était il n'y a pas si longtemps, en 1980, la plus longue grève d'Europe du jamais vue encore aujourd'hui. Durant 13 mois, manifestations et actions diverses vont se succéder à Alès et dans toutes les villes de la région pour obtenir que la décision de fermeture du bassin de la Drecht soit annulée. Francis Iferney, 86 ans,
a été l'un des leaders syndicaux emblématiques durant l'épique combat de la Drecht, symbole de l'identité rebelle des Cévennes. Le bassin cévenol, je crois que c'est quand même important. La lutte et la résistance. Et les conquêtes. C'est à la Grand Combe que débute la grande aventure du charbon dans les Cévennes. La commune est née de la volonté de la Compagnie des Mines d'exploiter la ressource présente en abondance dans le secteur. Tout autour, la végétation autrefois couverte de châtaigniers se métamorphose pour les besoins de la mine. Il y a eu des reboisements faits par des plantations de pins maritimes, parce que les responsables miniers s'étaient aperçus, pour étayer dans les mines, que le pin maritime avait une propriété, il craquait dans les galeries. Lorsque le terrain bougeait, qu'il y avait un danger pour le mineur, il prévenait le mineur qu'il y avait quelque chose qui se passait. Dans la région, on sait aussi que ce n'est pas n'importe quel charbon. Celui-ci est vieux et particulièrement riche en carbone. Ici où nous sommes, c'était le charbon unique en Europe. C'était de l'anthracite pur. Et l'anthracite, c'est le haut de gamme. Ce charbon, qui brûle fort et longtemps, va permettre à la toute jeune cité de la Grand Combe de connaître une grande prospérité. Qui n'était pas mineur, la Grand Combe? La Grand Combe a vu son évolution grâce aux mines, parce qu'il y avait les commerces qui se sont créés, il y avait une activité florissante. Parce que à la Grand Combe, tout le monde y a presque fait un peu fortune. Hein. Témoin de cette époque, la maison du mineur est créée sur un ancien site d'extraction du charbon, l'un des plus importants de la région, le Puy-Ricard, datant de 1835, aujourd'hui classé monument historique. Dans la salle des pendus, 1800 paniers recouvraient la totalité du bâtiment. Ici, les effets des mineurs étaient suspendus au plafond. Et là, il y avait les douches où se lavaient. Le moment du lavage, c'était la queue un derrière l'autre, chacun se lavait le dos. Je crois que c'est des bons souvenirs dans ma vie. Et je pense que la classe ouvrière des mineurs était fière d'eux. Tous les jours, des centaines de mineurs se croisent dans une certaine effervescence. Quand certains quittent la mine, d'autres se préparent à rejoindre les entrailles de la terre. Ces cages étaient conçues de 2 étages, où on mettait 25 ouvriers en haut et 25 ouvriers au-dessous, ce qui faisait 50 mineurs de fond qui descendaient dans ce puits. Quand le machiniste desserre le frein, c'est rapide, hein? J'avais une certaine appréhension. Parce que lorsque la cage ça cède sous mon pied, on devient sourd. Quelques secondes, mais après ça revient et ça crée une dépression dans les oreilles. Du moment que vous rentrez dans la terre, la température s'élève d'1 degré tous les 33 mètres. Je ne compare pas ça à la vie de bagnard, mais être au fond de la mine 8 heures de temps, sans lumière, avec de l'air plus ou moins propre, avec des fois une chaleur. Parce qu'à Ricard, les mineurs, ils travaillaient nus. Hein. Au fond de la mine, l'humidité dépasse les 90%. Certains passent plus d'1 tiers de leur existence sous terre. Le travail du mineur de fond est l'un des plus inhumains. Alors petit à petit, les compensations se multiplient. On avait le charbon gratuit, on avait le docteur gratuit, on avait le logement gratuit. Alors c'était des avantages non négligeables. À une dizaine de kilomètres de la Grand Combe, la mine témoin d'Alès est un élément phare de l'identité minière de la région
qui plonge les visiteurs d'aujourd'hui dans le quotidien des gueules noires cévenols. En 1945, on ouvre ici un centre pratique pour les futurs mineurs en creusant une galerie qui sert à simuler le travail en milieu réel. Là, on était au taf, au charbon. Bon, après, on a appris à poser les rails, on a appris à poser les étançons, la mécanique pour les outils, pour les treuils, pour les marteaux-piqueurs, pour les marteaux-perforateurs. Et en même temps, même si on était apprenti, eh ben, on suivait les revendications qui étaient de la CGT. Je savais qu'il fallait s'organiser pour pouvoir se défendre, pour pouvoir acquérir des droits nouveaux. Grâce à l'action conjuguée des syndicats et d'un médecin des mines de la région, on reconnaît enfin, en 1946, la silicose comme maladie professionnelle. Cette affection pulmonaire grave fait de nombreuses victimes dans le bassin des Cévennes, réputé comme un des plus silicotiques de France. On s'est battu pour la protection et la reconnaissance de cette maladie. Mais la direction, elle, faisait en sorte que, quand on passait visite médicale, elle disait « bon, mais non, vous n'avez rien ». Mais après, on s'est aperçu qu'on avait des séquelles. Donc, c'est tout ça, la vie d'un mineur. L'évolution du métier de mineur et l'évolution de la politique en France qui se menait, c'était faire en sorte qu'on fasse plus de production avec des salaires rabougris, quoi. C'est en permanence qu'on arrivait à imposer certaines choses. Alors, on ne gagnait pas tout, mais on faisait reculer sur un certain nombre de choses. À l'avant-garde des combats sociaux, les mineurs cévenols affichent haut et fort leur solidarité, une valeur née au fond de la mine. On a toujours pensé qu'il ne fallait jamais laisser le collègue en danger. C'est ça dans la tête des mineurs. Même si on n'était pas d'accord pour des idées politiques ou autres, on était tous au même niveau, on était tous noirs. L'exploitation charbonnière entraîne un formidable brassage de population. Espagnols d'abord, puis italiens, polonais, tchèques et enfin maghrébins. Tous se retrouvent au Prolé, lieu mythique des luttes ouvrières et QG du Parti communiste à Alès. Hassen et Jamal sont tous deux fils de mineurs. Originaires de Kabylie, ils ont grandi dans le quartier minier de la Royale. Il y avait toutes sortes de nationalités dans le quartier des mines. Mais on était tous frères, tous. Voilà, même nos parents, tout le monde. Il n'y avait pas, lui parce qu'il est espagnol, maghrébin, ceci. On était tous de la même famille. Et tout ça, c'est autour du charbon des mines, la fraternité et tout. Oh. L'été, le long du Gardon, les jeunes garçons ramassent la boue de charbon accumulée à la retenue d'eau du Moulin Neuf. À eux trois, ils forment une petite industrie de fabrication de mottes de charbon qu'ils revendent directement aux habitants. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein? Ça, c'était 1969. Et tu te rappelles les dernières mottes qu'on a fait, à combien on les a vendues? Je pense entre 12 et 13. Exact, ouais. 13 centimes. On vivait dans une rue, nous, la Royale, qui traversait le quartier. Et notre monde était limité. Nous, le terrain de sport, de foot et le Gardon et la cour publique, c'était notre horizon. Et on attendait impatiemment la saison, la fin de l'école, pour aller dans le Gardon et essayer de gagner 4 sous. L'eau du lavage du charbon était déversée dans le Gardon. Ça se déposait, on en profitait, nous, et on allait racler. Là. On était les paysans du Gardon, quoi. Hein. On a été les derniers à faire les mottes. On avait un moule en cuivre et on remplissait, on faisait notre briquette. On en faisait une centaine par jour. Ouais. Et après, on allait les livrer chez les gens. On voulait discuter les prix, mais c'était très dur. Les Cévenols, on ne lâche pas comme ça. Et c'est vrai qu'on ne gagnait pas des 100 et des 1000. Hein. Mais bon, on n'avait pas d'autre choix. Il fallait aller, comme c'est le cas de le dire, au charbon. Au charbon. Ouais. Au nord d'Alès, le site de l'Adrecht désigne un gisement de charbon dont le principal puits s'appelait d'Estival, fleuron de l'épopée minière des Cévennes. À partir des années 70, les exploitations souterraines commencent peu à peu à disparaître.
Le site de la Drecht et ses emplois sont alors menacés, ce qui provoque la colère des ouvriers qui s'engagent dans une grève illimitée. Quand on a décidé d'occuper le front de la mine le 5 mai 80, on avait le dos au mur, comment dire. Et puis c'est là qu'on a décidé, demain on descend au fond et on dit aux mineurs on occupe. Et les mineurs sont restés au front occupés, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont remontés. Donc c'est parti de là, mais on ne savait pas où on allait. S'ils ont tenu, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Artistes, intellectuels, scientifiques, viticulteurs, le mouvement de solidarité est immense et gagne tout le pays. Depuis le fond, une radio clandestine informe même en temps réel toute la région alésienne sur la grève. Radio Castagne, pourquoi on appelait Radio Castagne? Castagne, c'est la châtaigne, qui était un symbole quand même économique des Cévennes, la châtaigne, mais aussi castagne. La castagne, on sait, c'est la bagarre. Ils sont venus des 4 coins du Languedoc-Roussillon et même de la Loire pour apporter leur soutien aux mineurs cégetistes de d'Estival. Il y avait une foule incroyable, on dirait un film italien, là, avec tout ce monde. Donc il faut savoir l'immense solidarité que ça a apporté. Voilà, oui, bon, il fallait être solide quand même. Parce qu'on se rappelle maintenant des bons moments, mais ça n'a pas toujours été facile quand même. Peu à peu, l'action va se durcir. Les mineurs continuent d'extraire le charbon et ils le vendent eux-mêmes. Au fil des mois, la tension monte, tandis qu'à la demande pressante des mineurs se mobilisent les leaders politiques et syndicaux. 13 mois plus tard, le 12 juin 1981, on fête la victoire. La veille, un protocole d'accord a été signé entre la CGT et les Charbonnages de France. 330 jeunes sont embauchés. Un combat victorieux bien qu'éphémère. Malgré la relance, l'exploitation souterraine est totalement arrêtée en 1985. Parce que des fois on dit qu'on perd des luttes, mais s'il n'y avait pas eu la lutte, où on serait? Donc, grâce à cette lutte, quand même, à cette lutte et à bien d'autres, on voit que les luttes sont toujours payantes, même quand elles paraissent négatives. Alors, pour moi, puisque je n'ai jamais arrêté de lutter, alors c'est que je les trouve nécessaires. Je pense que je n'ai jamais arrêté de combat et je les trouve. Et aujourd'hui, alors, je pense que c'est encore plus nécessaire que la jeunesse s'empare de ça. La Drecht l'a montré, pour gagner, il faut d'abord y croire. Direction Kyoto pour Papy aujourd'hui, avec un menu tout aubergine. Grâce à Keiko, vous allez voir les 50 nuances que peut offrir un tel légume. Bonjour à tous, je m'appelle Keiko Morita, de la ferme Morita. C'est une variété d'aubergines Kamonasu. Elles sont plus rondes et plus grosses que les aubergines ordinaires. Et c'est avec ce type d'outil que je vérifie leur taille avant de les cueillir. Et voilà le travail. On l'appelle la reine des aubergines. Sa chair est très épaisse et moelleuse. Et quand on la fait cuire, sa sucrosité augmente et c'est un vrai délice. Je vais utiliser ce type d'aubergine pour les cuisiner en 5 façons. Avec du miso d'un côté et avec des pickles de l'autre. Puis les faire frire en tempura. Ensuite, les préparer simplement dans un bouillon d'algues et de bonite. Et enfin, les faire cuire avec du hareng. Tout d'abord, il faut laver ces aubergines, puis les couper. Je les ferai frire ensuite. Voilà pour la première étape. Pour la préparation au miso, il faut les couper simplement en 2. Vous voyez? On dirait des cœurs. Ça va ressortir avec la friture. J'adore l'aubergine parce que ça me rappelle que l'été est arrivé. C'est vraiment un légume de saison. C'est bon pour la santé et ça m'évoque l'été. Maintenant, il nous faut les couper un peu différemment. C'est pour les aubergines au bouillon et celles avec le hareng.
Si vous les coupez trop finement, vous perdrez tout le croquant du légume. On les coupe comme il faut pour bien les cuire. Je vais commencer par le plat mijoté, les aubergines avec le hareng. Il nous faut de l'eau, du bouillon de soja, du mirin et du hareng cuit. Environ 30 centilitres d'eau et 30 centilitres de bouillon de soja. Du mirin, 2 grosses cuillères à soupe. Oui, c'est bon. Je vais utiliser les aubergines que je viens de faire frire. Il faut les plonger dedans. Puis on les cuit avec le poisson, le temps qu'elles s'imprègnent bien. Maintenant, sur ces aubergines-là, je vais mettre une couche de miso blanc et une couche de miso rouge. Maintenant, je vais préparer l'aubergine à la façon shibazuke. Ce sont comme des petits pickles. On a fait mariner et fermenter ensemble du concombre, de l'aubergine, du shiso rouge et du sel. Je les mélange avec l'aubergine frite. Voilà pour la version shibazuke. Et pour la pâte à tempura, quelle consistance? C'est comme de la pâte à crêpes? Non, c'est un peu plus liquide. Comme ça. Ce sont les aubergines que j'ai coupées tout à l'heure. On les plonge dedans. On peut les couper plus finement pour la tempura. Mais de cette taille, ça permet de mieux profiter du croquant et de la saveur du légume. Les tempuras sont très bons. Le côté juteux de l'aubergine ressort bien. Mais tout est bon, vraiment. 20 sur 20. Si je vous dis théorie de l'évolution, vous pensez à Darwin, j'imagine, mais un autre scientifique, beaucoup plus discret, a fait des découvertes tout aussi incontournables à Bali. Dans le sud du gigantesque archipel indonésien, l'île de Bali est souvent considérée comme bénie des dieux. Sur Terre, ces paysages verdoyants et l'hindouisme omniprésent attirent les curieux de toute la planète. Et l'émerveillement est aussi sous-marin. Ces eaux abritent une faune unique au monde. Mais au-delà de sa beauté, l'île de Bali a d'autres atouts moins connus à partager. Il y a un peu plus de 150 ans, ce petit bout de terre a permis de révolutionner la science. Lawrence Blair, anthropologue et cinéaste britannique installé depuis près de 40 ans en Indonésie, nous raconte les coulisses de cette découverte majeure. Avec, comme personnage principal, Alfred Russel Wallace, un jeune explorateur anglais sans le sou, particulièrement malchanceux en ce milieu du 19e siècle. Russel Wallace a voyagé tout d'abord pendant 4 ans au Brésil et en Amérique latine. Et alors qu'il rentrait en rapportant une grande collection de créatures extraordinaires, son bateau a brûlé. Et il en a réchappé de justesse grâce à un petit bateau venu le secourir. Il est rentré en Angleterre sans un sou. Condamné à repartir de zéro, Russel Wallace ne se décourage pas pour autant. Il est bien décidé à se faire une place dans le monde scientifique. Reste à trouver la bonne destination.
Il a regardé une grande carte et il s'est dit quel est l'endroit le moins exploré de la planète? L'Indonésie? Elle était complètement inexplorée à l'époque. En 1854, après 6 semaines de voyage, il arrive à Singapour, porte d'entrée de son nouveau terrain d'exploration. Il est donc venu ici et a voyagé en grande partie seul à travers ces îles pendant 8 ans, collectant ce qui s'est avéré être 125 000 spécimens différents de la faune, dont 17 célèbres orang-outans. Beaucoup de ces créatures étaient absolument inconnues de la science. 212 espèces d'oiseaux. Chose étonnante, 200 espèces de fourmis. Et 900 espèces, pas des sous-espèces, mais des espèces de coléoptères, ce qui était sa grande spécialité. En étudiant toutes ces créatures, Alfred Russel Wallace acquiert peu à peu une certitude, révolutionnaire à l'époque. Les espèces ne sont pas figées, elles évoluent avec le temps et l'environnement. Il publie ses travaux avant un autre savant qui sera beaucoup plus célèbre. Darwin travaillait sur ce sujet en secret depuis des années. Mais il avait dit « Je ne veux pas que mes travaux soient publiés avant ma mort ». Il savait que le fait de suggérer que l'homme n'avait pas été créé en un jour allait lui causer des problèmes avec les autorités. Péché encore plus grave, il suggérait également que l'humanité n'avait pas été créée en un jour, mais que les humains étaient probablement le résultat de l'évolution de singes et d'autres espèces de ce genre. C'était une pensée très révolutionnaire. Alors que c'est l'article de Wallace qui a été le premier véritable exposé écrit sur le sujet, on a appelé cela la théorie darwinienne de l'évolution. Invisibilisé, Russel Wallace poursuit malgré tout son exploration minutieuse de l'Indonésie. En escale à Bali, sa curiosité est piquée par l'île voisine, Lombok, et il décide de prendre la mer. La traversée est houleuse, comme souvent dans ce détroit, selon Mangku Nyomanjiwa, un prêtre hindou balinais. Nous sommes entre Bali et Lombok. Cet océan est connu par les Balinais pour être très dangereux, en raison des fosses marines dans les profondeurs, et également de très forts courants entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Ces eaux, les Balinais les considèrent comme un lieu mystique. D'ailleurs, entre Bali et Lombok, particulièrement sur la petite île de Nusa Penida. Personne n'y vit, parce que les Balinais ont peur. Ils considèrent les lieux comme trop dangereux. À peine a-t-il posé le pied sur Lombok que l'explorateur comprend l'ampleur de sa découverte. Face à lui, s'étend un monde totalement nouveau. En traversant ce tout petit détroit de 20 km, il a trouvé des espèces d'oiseaux complètement différentes. On aurait pu penser que les oiseaux passaient facilement de Bali à Lombok, mais en réalité, ce n'était pas le cas du tout. Et ce voyage dans ce petit détroit a été une vraie révélation pour lui. Il y a découvert ce que l'on appelle la ligne Wallace, une sorte de ligne biogéographique. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ça a été la première à être établie. En 1859, Alfred Russel Wallace établit ainsi une sorte de frontière entre les espèces vivantes. Une frontière qui sépare deux mondes hermétiques, entre Bali et Lombok, mais aussi, plus au nord, entre Bornéo et Sulawesi. On ne trouve nulle part à l'ouest de cette ligne les marsupiaux qui vivent en Australasie, les oiseaux de paradis, les autres créatures australasiennes. Et vous ne trouverez aucun grand félin, tigre, léopard, éléphant ou orang-outan à l'est de cette ligne. C'est parce qu'il y a ici une faille très profonde qui sépare les deux plaques tectoniques. Elle descend jusqu'à 4000 mètres de profondeur. C'est une séparation impossible à surmonter. Un siècle plus tard, la théorie de la tectonique des plaques vient entériner les observations d'Alfred Russel Wallace et sa fameuse ligne. Une consécration pour lui qui est injustement resté dans l'ombre. En début d'émission, vous vous souvenez, je vous demandais pourquoi Charles Ier d'Autriche avait convoqué son fils aîné avant de mourir. Eh bien, c'était pour lui montrer comment meurt un souverain. En fait, il veut montrer à celui qui est censé lui succéder que la vie est courte, mais que l'Empire ne meurt jamais. Malheureusement pour lui, l'Empire d'Autriche ne renaîtra jamais de ses cendres et son fils aîné ne montera jamais sur le trône.
Il ne me reste plus qu'à vous dire, bis bald.